d'avoir notre gamelin de la semaine. Alors c'est un récidiviste, hein, c'est le général Trinquant qui a osé dire, je crois que c'était sur LCI, que les Ukrainiens visaient la ville de Belgorod parce que c'était un nœud d'approvisionnement pour la Russie. Alors il faut bien qu'ils comprennent que la Russie a un territoire immense et qu'elle ne met pas ses entrepôts de munitions en plein milieu de la ville de Novgorod. Ça, ce sont les Ukrainiens qui font ça dans leur ville. Pour pouvoir après, sur les chaînes de télé occidentales, expliquer que quand les Russes tirent sur un dépôt de munitions, eh bien ils tirent dans le centre-ville. Mais les Russes n'ont pas besoin de ça, parce que Vladimir Poutine n'est pas intéressé à tirer les tirs de missiles ukrainiens en plein centre-ville. En outre, les missiles qui sont utilisés par Kiev, des Tochkaou, sont des vieux missiles. Ils ne sont même plus en dotation aujourd'hui dans l'armée russe, et sont assez imprécis et auraient du mal à viser un objectif militaire stratégique protégé, comme le doivent l'être les dépôts de munitions, si tant est que Kiev sache où ils se trouvent. Donc cette manière d'excuser les bombardements de civils gratuits, donc qui sont interdits encore une fois par les conventions internationales, et le fait que le général Trinquant sorte un bobard aussi énorme, fait de lui non seulement un gamelin, mais également un complice de ces bombardements civils gratuits qui n'ont aucun résultat militaire et qui, je dirais, n'ont même aucun résultat vis-à-vis de la population russe, puisque au contraire, ça va davantage la souder derrière Vladimir Poutine. La cote de popularité du président est à 82%, l'opération spéciale est soutenue à plus de 72% par la population russe, donc ça ne sert à rien, c'est juste des bombardements qui sont destinés à permettre à des gens justement comme Trinquant, comme Goya, d'expliquer que Kiev est en train de contre-attaquer en bombardant des villes russes et que ce soit des objectifs stratégiques. Donc c'est une véritable complicité, et je ne vais pas les insulter puisqu'on va rester poli sur cette chaîne YouTube, mais je n'en pense pas moins. Et c'est précisément ce qui s'est passé sur Kremenchuk. Donc Kremenchuk, c'est une ville de la région de Poltava, qui peut d'ailleurs à terme devenir un objectif militaire de la Russie. On verra à la fin, je pense, de la libération complète du Donbass, si Moscou modifie ses buts de guerre. Pour l'instant, ça n'en fait pas partie. Mais ce qui est clair, c'est que c'est également une ville qui accueillerait favorablement un retour à la Russie. Donc évidemment que Vladimir Poutine et l'armée russe ne vont pas décider de bombarder des objectifs civils. Et là, ce qui s'est passé, comme on le voit sur cette carte, c'est qu'ils ont bombardé un entrepôt de munitions qui était installé à côté d'un centre commercial. Et la vraie question, elle est là. Et d'ailleurs, c'est les questions que se posent les habitants de Kremenchuk. Pourquoi est-ce qu'on a des dépôts de munitions aussi importants juste à côté d'un objectif civil, juste à côté d'un centre commercial, hein, puisque le tir a parfaitement touché le dépôt de munitions, mais l'incendie qui a été provoqué par les énormes concentrations d'explosifs ont mis le feu au centre commercial juste à côté. J'ai bien aimé aussi, alors je crois que c'était sur BFM TV, mais je me souviens plus de ce commentaire qui expliquait que oui, les missiles russes n'étaient pas très précis. Et ça m'a fait penser au bombardement de la Serbie en 1999, lorsqu'un des missiles tirés par Washington est tombé sur l'ambassade de Chine. Alors à moins qu'il l'ait fait exprès. Donc voilà, évidemment que les Occidentaux n'ont aucune leçon à donner sur la précision des missiles, ni sur le tapis de bombes, qui est la stratégie systématiquement utilisée, que ce soit contre la Serbie, que ce soit contre l'Irak. Et encore une fois, je le rappelle, la Russie se comporte avec énormément de retenue, puisqu'ils n'ont toujours pas rasé la ville de Lvov. Et personne ne lui reprochera en Russie de le faire. Cette région est le cœur de l'ukronazisme, et c'est pour cela d'ailleurs que je le répète, que le but de la Russie, ce n'est surtout pas d'intégrer l'Ukraine. C'est au contraire de protéger les populations du monde russe de ces populations plus ou moins sauvages. C'est la grande désillusion d'une certaine manière. Cette fois, on peut l'affirmer. L'armée russe accélère. L'armée russe enchaîne les victoires dans l'est du pays, c'est-à-dire dans le Donbass. C'est la fameuse phase 2 de la guerre. Au début, c'était tout le pays. L'armée russe a échoué et on a dit on a surestimé cette armée russe. Et quand la phase 2 a commencé, on s'est dit l'armée russe n'y arrivera pas plus. Eh bien si, elle y arrive cette fois. On l'avait sous-estimé visiblement, cette armée russe. Parce qu'encore une fois, alors je vois que vous n'êtes pas d'accord, Général Trinquant, mais vous allez réagir, parce que visiblement, les déconvenus de l'armée ukrainienne se succèdent. Donc j'ai le plaisir, toujours de cette manière-là, que le scénario des conquêtes s'est déroulé étape après étape. Général Trinquant, quand on dit, et d'un point de vue militaire, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue diplomatique, on ne voit pas la progression se produire, on ne voit pas le rapport de force se modifier. Non, mais tout à fait. Mais sur le premier point, sur le plan militaire, tout à fait d'accord. C'est un problème de temps. Il y a une course contre la montre entre les Russes qui veulent
peut-être exploiter la victoire qu'ils viennent de remporter pour bousculer la défense ukrainienne, et les Ukrainiens ont-ils eu le temps d'organiser leur défense ferme autour de Kramatorsk, etc. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur les deux autres plans, de toute façon, c'est du long terme. C'est du long terme. Ah oui, mais à long terme, nous serons tous morts, comme disait Keynes. Non, je ne le pense pas, parce que la Russie, c'est aujourd'hui, vraiment ma conviction, c'est que la Russie, si elle arrive à prendre le Donbass complètement, elle va être dans un état d'usure tel que, à ce moment-là, le président Poutine sera heureux de clamer la victoire. Il sera heureux, pendant l'été, à l'automne, de dire « ça y est, nous avons libéré le Donbass ». Et là, ce qui va être très très dur pour les Ukrainiens, c'est que la Russie va s'installer en position défensive, comme elle le fait déjà dans la région de Kherson, qu'elle va annexer d'une façon ou d'une autre, référendum, je ne sais pas quoi, ces territoires, et dire maintenant territoire russe. Ce que, évidemment, les Ukrainiens ne peuvent pas accepter. Sauf qu'ils n'auront pas la capacité de bousculer les Russes hors de ces territoires. Vous décrivez un scénario plutôt pessimiste. Non, mais c'est pessimiste, tout à fait, sur le moyen terme, parce que sur le long terme, moi je reste convaincu que la Russie va s'user économiquement, s'user moralement. La régénération des forces militaires russes, tout le monde vous dit, mais pas de problème, vous allez voir, les usines vont fonctionner. C'est faux. Aujourd'hui, les usines russes, en particulier dans le domaine de l'artillerie et des chars, fonctionnent grâce à la technologie que nous leur avions fournie. Sauf qu'on ne leur fournit plus. Et donc, ils ne seront pas capables d'avoir des chars avec des lunettes de vision nocturne. Donc, à moyen etc., terme, etc. pessimisme, et à long terme, vous dites, tôt ou tard, les sanctions produiront des effets. Je dis depuis le début, la Russie va gagner la bataille du Donbass. Oui, elle va perdre la guerre sur le long terme. Mais là où il faut être très attentif, c'est à tous les autres pays. Je pense à l'Afrique, je pense au Moyen-Orient, parce que ce sont eux qui, autour de nous, on a besoin d'en faire des alliés, donc qu'ils s'aperçoivent qu'on s'occupe d'eux, parce que, par exemple, pour les céréales, ils en ont besoin, donc il faut qu'on s'occupe d'eux. Il faut qu'on ait besoin de l'OPEP, parce qu'on a besoin d'avoir du gaz et du pétrole qui vient d'ailleurs de la Russie. Donc tout ça, c'est du travail de très long terme. L'Inde a besoin des armes russes. Oui. C'est son fournisseur principal. L'Inde a besoin du pétrole russe. Elle est en train de reprendre le relais. Et la Russie casse ses prix pour son gaz et son pétrole à destination de l'Inde. Elle est en train de prendre le relais de l'Europe. Et donc de fournir les ressources à la Russie qu'on lui fournit encore, mais de moins en moins. Simplement, sur l'armement, elle ne peut plus compter sur l'armement russe. Parce que les Russes n'ont plus rien à céder. Ils n'ont plus rien et les Indiens viennent d'annuler justement un contrat d'hélicoptère, parce que quand ils ont vu les dégâts sur les hélicoptères russes en Ukraine, ça les a vaccinés contre le matériel russe. Oui, Louis. Je suis d'accord avec votre analyse, mon général. Moi, il y a juste... Restez avec nous. Pourquoi aujourd'hui, dit-on que les événements s'accélèrent ? Parce que depuis quelques heures, depuis 24 heures, oui, il y a un mouvement très net sur le terrain. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'armée russe avance. Il y a bel et bien une accélération. Et oui, on peut résumer cette accélération en une seule phrase. Moscou contrôle aujourd'hui toute la région de Louhansk, cette moitié nord du Donbass, soit près de 27 000 kilomètres carrés. Après avoir pris Severodonetsk, plus de 110 000 habitants il y a 15 jours, c'est la ville voisine de Lysychansk, 95 000 habitants avant la guerre, le dernier verrou de la région que les Russes ont conquis hier soir. Cette victoire n'est désormais plus contestée côté ukrainien. Continuer la défense de la ville aurait eu des conséquences fatales, a expliqué hier soir l'état-major de l'armée ukrainienne, armée qui s'est retirée de la ville. Très vite, le drapeau soviétique a été hissé un peu partout dans Lysychansk par des soldats russes et leurs alliés tchétchènes, ici par exemple sur une place du centre-ville ou encore sur le bâtiment en ruine du conseil municipal. Des scènes qui rappellent la prise de Mariupol il y a 1 mois et demi ou encore plus récemment, je vous le disais, celle de Severodonetsk. Pour seule réponse, les Ukrainiens défaits en sont réduits à afficher ce genre de message sur les réseaux, sous le panneau de Lysychansk qu'ils ont écrit « Nous reviendrons ». L'autre information de la journée, Fanny, c'est que on disait, et même les services de renseignement américains disaient que l'armée russe avait fourni un effort énorme pour conquérir Severodonetsk, et c'est évidemment le cas pour Lysychansk aussi. Et on pensait qu'il y aurait une pause
les renseignements américains nous disaient qu'il y aura vraisemblablement une pause. Cette armée russe, elle est à bout. Et bien finalement, les troupes de Moscou n'entendent pas s'arrêter là. Et oui, Vladimir Poutine l'a confirmé lui-même tout à l'heure à la télévision russe. L'opération continue. А другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени. La cible désormais pour les Russes, c'est effectivement l'autre moitié du Donbass, la région de Donetsk, dont ils contrôlent déjà environ 50%. Cible donc à commencer par les deux grandes villes siamoises de Sloviansk et Kramatorsk. Sloviansk a surtout une importance symbolique, mais Kramatorsk est le centre administratif et politique, la capitale des Ukrainiens dans le Donbass. Si les deux villes tombent, David, c'est tout le Donbass qui sera aux mains des Russes. Hier, les bombardements ont redoublé sur Sloviansk. Les troupes russes ne sont plus qu'à 10 km, juste de l'autre côté de la rivière. Et pour la première fois, les autorités appellent les habitants encore sur place à s'enfuir. La question qui se pose maintenant, David, c'est de savoir si les Russes en ont les moyens. L'armée de Vladimir Poutine l'affirme. Elle met d'ailleurs notamment en avant ces reportages qui montrent des vidéos de réparation de chars ou encore de matériel militaire divers. Merci Fanny. Général Trinquant, je me tourne d'abord vers vous. Je vous voyais faire la moue, mais enfin, depuis des jours et des jours, on prend ces avancées russes avec circonspection en disant oui, mais c'est de toute petite partie du territoire qu'ils grignotent. Au final, ils ont conquis un des deux oblasts, comme on dit, une des deux régions du Donbass, et ils ne s'arrêtent pas, et ils continuent. Oui, mais vous m'accorderez que sur ce plateau, depuis plusieurs semaines, je dis que les Russes ont enfin réalisé la bonne stratégie, c'est-à-dire la concentration des efforts, l'unité du commandement, après avoir échoué sur le grand front qui allait de Kiev à la mer d'Azov, et que par cette manœuvre, ils allaient pouvoir concentrer les efforts et progresser. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est la bonne stratégie. Donc, c'est le cas. La deuxième, c'est qu'ils avancent lentement, mais ils avancent. Et ils avancent toujours. Et donc, là, aujourd'hui, les Ukrainiens se sont défendus férocement à Severodonetsk. Et je rappelle que le gouverneur de Luhansk avait dit « il faut que nous abandonnions il y a 4 ou 5 semaines ». Kiev lui a interdit, en gros, de faire ça. Donc ils ont continué à combattre et ont perdu, ça c'est les renseignements britanniques qui le disent, jusqu'à 500 hommes par jour dans ce combat-là. Et donc, quand ils ont décroché de cette position-là, ils sont allés à Lysychansk et là, le commandement ukrainien, apparemment, a pris la décision de se retirer parce qu'il ne voulait pas avoir les mêmes pertes. Maintenant, la question qui se pose. Moi, la question que je vous pose directement, est-ce qu'il y a le feu à la maison ? Voilà. En ce qui concerne le Donbass, je ne parle pas de l'ensemble de l'Ukraine, mais cette phase 2 de la guerre. J'allais y répondre. La question qui se pose aujourd'hui, c'est les Ukrainiens ont-ils eu le temps d'organiser une deuxième ligne de défense avec des moyens frais en combattant, avec des moyens en matériel qui arrivaient et qui ne pouvaient pas être envoyés de la région de Lysychansk, qui seront concentrés dans cette région-là, c'est la première chose. Donc, capacité des Ukrainiens de résister. Deuxième point, usure de l'armée russe. Parce que l'armée russe avance, mais elle s'use au fur et à mesure. Oui, mais il n'y a pas de pause dans les combats. Tout le monde s'attendait à ce que l'armée russe ait besoin de souffler, ait besoin de reconstituer ses troupes. J'attends de voir dans les jours qui viennent. J'attends de voir dans les jours qui viennent. Ils sont à 10 km de Sloviansk. Parce que, si vous voulez, les Russes, ils ont deux possibilités. Soit ils profitent, ils exploitent la victoire. Exploiter la victoire, ça veut dire continuer à enfoncer et pousser l'épée dans les reins les Ukrainiens qui reculent. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, ils n'en ont pas les moyens parce que leurs troupes aussi sont épuisées, que l'artillerie qui a écrasé Severodonetsk, manque de munitions, manque d'équipement, etc., a besoin de se reconcentrer et ils ne sont pas capables de faire ça et donc ils laissent du temps aux Ukrainiens pour se réorganiser. Donc là, moi, je ne suis pas dans l'état-major ukrainien ni russe et donc je ne suis pas capable... Mais je ne fais qu'une analyse et des appréciations de situation. Les Ukrainiens eux-mêmes nous disent que les Russes sont à 10 km seulement de Sloviansk et qu'eux-mêmes demandent à tous les civils de quitter la ville de Sloviansk. Oui, mais ça, soyons honnêtes, ils l'avaient dit dès le départ. Ils avaient dit pour le Donbass, toute la population doit partir. Ce qui n'a pas été le cas, on l'a vu à Severodonetsk. Parce que tout simplement, aussi, il faut qu'on le réalise, il y a des Ukrainiens qui préfèrent rester parce qu'ils attendent les Russes.
Il y en a aussi. Bien faut le sûr, il dire. y en a. Vous avez raison. Donc aujourd'hui, il réitère cet appel à quitter les villes, parce que ces villes vont être, comme Sévérodonetsk, soumis à des bombardements épouvantables, et il ne faut pas que les populations restent que dans ces villes. Moi, je me souviens quand même qu'avant Sévérodonetsk, on disait, vous allez voir, c'est pas demain la veille qu'ils prendront Sévérodonetsk, et puis Lysychansk. Ils ont mis un mois, derrière. hein. Ils ont mis un mois. Enfin,